Merci à vous et bonsoir à tous. Donc mon but ce soir, c'est de vous parler de la question de la stabilité du système solaire, de la manière dont cette question est apparue, de la façon dont le sens de cette question a évolué au cours des siècles, et puis bien sûr des fabuleux outils que les plus grands mathématiciens ont développés pour répondre à cette question. Mais j'aimerais aussi réussir à vous faire entrevoir un peu autre chose. J'aimerais réussir à vous faire entrevoir à quel point ces outils que les plus grands mathématiciens ont développés pour répondre à la question, au problème de la stabilité du système solaire, ont diffusé dans toutes les mathématiques et par ricochet dans toutes les sciences, et ont profondément changé notre manière d'appréhender la prédiction de l'évolution d'un système, d'appréhender notre conception de ce qu'est la stabilité d'un système, et si j'ose un peu d'emphase, ont même profondément changé notre manière de voir le monde. Bon, le système solaire est-il stable? La question peut a priori sembler saugrenue. Si on s'en tient à l'expérience, je dirais, quotidienne, chaque jour, le soleil se lève, chaque soir, il se couche, il se lève un peu plus tôt l'été, un peu plus tard l'hiver, mais tout ça avec une régularité d'horloge. Les saisons se succèdent depuis des temps immémoriaux. Si les saisons s'étaient succédées de manière très irrégulière, vraisemblablement la vie sur Terre, si tant est qu'elle ait existé, ne serait pas ce qu'elle est. Toute notre expérience, en un certain sens, notre expérience quotidienne, tend à prouver la stabilité, sinon du système solaire, au moins du système constitué par le Soleil et la Terre. Pour essayer de vous expliquer comment a émergé cette question, je voudrais justement partir d'une expérience concrète. Je voudrais partir de l'expérience concrète des mouvements dans notre ciel des 5 planètes visibles à l'œil nu: Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Je voudrais que vous imaginiez que chaque jour, vous puissiez repérer dans le ciel la position de ces 5 planètes, Mercure, Vénus, etc. Que vous puissiez repérer chaque jour pendant plusieurs années la position de ces planètes par rapport aux étoiles, que chaque jour vous notiez ces positions, les positions de ces 5 planètes, que vous fassiez une sorte de graphique, et qu'au bout d'un certain nombre d'années, vous fassiez une sorte de petit film qui représente justement l'évolution de ces positions des 5 planètes dans le ciel par rapport aux étoiles. Que verriez-vous alors? Il faut juste que je trouve le bon écran. Donc voici une simulation réalisée par quelqu'un qui s'appelle David Colarusso. Donc là, il y a 6 astres, parce qu'en fait, il y a également le Soleil. Donc en jaune foncé, vous avez le Soleil. Et puis la plus rapide, qui est jaune clair, c'est Mercure. Ensuite, vous avez Vénus en bleu. Ensuite, Mars en rouge. Jupiter en rose et Saturne en vert. Et donc, contrairement à notre expérience
de régularité d'horloge, de la régularité d'horloge avec laquelle reviennent les saisons, là, ce qu'on observe, c'est une sorte de chorégraphie extrêmement complexe, où les planètes accélèrent, ralentissent, reviennent parfois en arrière, semblent se tourner les unes autour des autres. Et tout ça sans qu'on arrive réellement à y voir une régularité très simple. Elles suivent bien entendu une courbe, plus ou moins, elles s'en écartent légèrement, mais leur vitesse ne cesse de changer et elles se doublent les unes les autres d'une manière très compliquée. Alors, cette danse des planètes dans le ciel est connue depuis très longtemps. Elle était connue fort bien par les Grecs anciens. Elle était même connue au moins en bonne partie par les Chaldéens en Mésopotamie antique. Je voudrais que vous essayiez d'oublier un instant tout ce que vous savez sur les mouvements des planètes autour du Soleil ou quoi que ce soit. Je voudrais que vous réfléchissiez simplement à cette danse, cette chorégraphie des planètes. Imaginez que vous êtes en Grèce ancienne. Comment ne pas être profondément troublé par cette chorégraphie incroyablement compliquée? Comment ne pas y chercher une explication simple? Comment, même certainement, ne pas y voir une sorte de message des dieux? Comment ne pas chercher quel est le mécanisme qui se cache derrière cette chorégraphie? Comment ne pas chercher le mécanisme qu'ont imaginé les dieux pour animer cette chorégraphie incroyable des planètes? Alors, justement, pour les Grecs, cette question de chercher le mécanisme qui anime cette chorégraphie des planètes, pour les Grecs, c'est exactement la question pertinente. Ce que cherchent les Grecs anciens, en tout cas à partir de Platon, c'est à sauver les apparences. Pour Platon et les platoniciens, le monde supralunaire, ce qui est dans le ciel, ne peut être le siège que de mouvements parfaits. Et un mouvement parfait, c'est tout sauf les mouvements un tant soit peu erratiques que nous venons de voir. Un mouvement parfait, pour Platon et encore plus Aristote, c'est un mouvement circulaire et uniforme. Donc, pour les Grecs anciens, le but, c'est de sauver les apparences, c'est-à-dire de trouver quels sont les mouvements circulaires et uniformes, les mouvements parfaits qui sont cachés derrière cette chorégraphie apparemment erratique. Donc, un des premiers à avoir proposé un mécanisme permettant d'expliquer cette chorégraphie des planètes, c'est Eudoxe de Cnide, qui est né à la toute fin du 5e siècle, qui a vécu essentiellement dans la première moitié du 4e siècle avant Jésus-Christ. Et le mécanisme que propose Eudoxe, c'est le suivant. Il imagine des sphères emboîtées, plus ou moins comme des poupées russes. Le principe, c'est que ces sphères tournent à vitesse constante. Vous avez un mouvement uniforme, donc elles tournent autour d'un axe. Alors la première a un axe fixe, si on veut, par rapport aux étoiles. En tout cas, un axe fixe par rapport aux étoiles, c'est-à-dire que vous avez la sphère des étoiles, et vous avez une sphère dont l'axe est accroché à cette sphère des étoiles, et cette sphère tourne de manière régulière. Bien sûr, ça ne peut pas expliquer du tout le mouvement qu'on vient de voir. Évidemment, pour les Grecs, toutes ces sphères sont centrées, le centre de toutes ces sphères, c'est la Terre. Bien entendu, notre expérience
quotidienne nous montre que la Terre ne bouge pas. On n'a aucune impression que la Terre bouge, et donc notre Terre se doit d'être fixe au milieu de tout ça. Donc toutes ces sphères sont centrées sur la Terre. Donc vous avez une première sphère qui tourne de manière régulière. Évidemment, ça ne peut pas expliquer les accélérations qu'on vient de voir, les ralentissements, le fait qu'il y a des planètes qui reviennent en arrière, qu'à cela ne tienne. Eudoxe imagine que sur cette première sphère est accrochée une deuxième sphère, mais qui a un axe différent et qui tourne autour de cet axe. Alors, j'ai quelque chose pour vous montrer ça. Donc voilà, vous avez en blanc la sphère des étoiles. Vous avez une sphère verte dont l'axe est accroché sur la sphère des étoiles, qui est fixe. La sphère verte tourne autour de cet axe. Et puis, vous avez une sphère bleue qui a son axe, qui est quasiment horizontal là, qui est accrochée sur la sphère verte. Elle tourne autour de cet axe. Et puis, en fait, vous avez une troisième sphère, qui est la sphère rouge, qui a son axe qui, lui, est accroché sur la sphère bleue. Et quand on anime tout ça, ça donne quelque chose d'extrêmement compliqué. Et la planète, c'est le point violet que vous voyez, qui est accroché, la planète est en quelque sorte enfichée dans la sphère rouge. Et ce que vous avez en bas, c'est le mouvement apparent depuis la Terre de la planète violette. Donc vous voyez que ce système d'Eudoxe, donc là le système n'est pas du tout réglé sur des paramètres précis, hein, mais ce que vous pouvez voir, c'est que le système d'Eudoxe permet tout à fait d'expliquer des trajectoires comme celles qu'on vient de voir, avec des ralentissements, des accélérations, des retours en arrière et des légères oscillations autour du plan de l'écliptique. Et bien entendu, vous avez un système de 3 sphères comme ça pour chaque planète. Bon, je vais faire un saut énorme dans le temps. Bien sûr, il faudrait parler de beaucoup d'autres modèles. Il faudrait parler de Ptolémée, il faudrait parler de qui a inventé, ou en tout cas développé les épicycles et beaucoup de choses comme ça. Il faudrait parler de Copernic, qui nous a plus ou moins promu le système héliocentrique. Il faudrait parler de Galilée aussi. Je fais un saut énorme dans le temps et je passe. Nous allons nous retrouver au tout début du XVIIe siècle. Je voudrais vous parler de l'œuvre de Johannes Kepler. Pourquoi est-ce que je vais vous parler de l'œuvre de Johannes Kepler? Parce que Kepler est le premier à avoir trouvé un mécanisme qu'il ne pensait pas, lui, réellement comme un mécanisme nécessairement, en tout cas une hypothèse simple, qui expliquait parfaitement les mouvements des planètes avec toute la précision des observations. Ça rendait compte de toutes les observations astronomiques connues à cette époque, ce qui n'était pas le cas de tous les mécanismes précédents. Le principal problème, par exemple, du mécanisme d'Eudoxe, et ça les Grecs anciens le savaient très bien, c'est que la planète reste à distance constante de la Terre, et donc son diamètre apparent ne peut pas changer, puisqu'elle est à distance constante. Donc, comment Kepler a-t-il trouvé ce mécanisme? En fait, Kepler a su, en un certain sens, penser en liberté. Kepler a su complètement faire abstraction du carcan de pensée dans lequel tout le monde s'était mis depuis Platon et Aristote, avec cette hypothèse des mouvements des mouvements parfaits dans le ciel. Kepler est vraiment parti de l'expérience. Il a pris les données les plus précises dont on disposait à l'époque. Tycho Brahe, en particulier, avait fait des observations très précises à ce moment-là. Et puis, donc il a su une hypothèse. Il a fait l'hypothèse que le Soleil, lui, est fixe. Et il s'est demandé quels devaient être les mouvements des planètes autour du Soleil pour que les mouvements observés dans notre ciel, pour que les mouvements apparents depuis la Terre soient ceux qu'on observe, ceux que je vous ai montrés tout à l'heure.
Alors évidemment, il suffit pas de faire ça. Les calculs sont terribles, surtout pour l'époque. Mais ça n'effrayait pas Kepler. À vrai dire, Kepler avait profondément le sentiment qu'il avait devant lui la possibilité de percer le secret du monde. Et ça valait bien quelques années à rester à sa table de travail à faire des calculs. Il y a une phrase de Kepler qui est que je sois lu par la génération présente ou par la postérité, peu importe, Dieu n'a-t-il pas attendu 6000 ans un contemplateur de ses œuvres. Donc, que trouve Kepler? Kepler trouve les 3 lois qui portent son nom. Kepler découvre que les planètes ne décrivent pas des trajectoires qui sont construites à partir de cercles. Kepler trouve que chaque planète décrit une ellipse dont le Soleil occupe un des foyers. Voilà. Deuxième loi, cette ellipse n'est pas balayée à vitesse n'est pas parcourue à vitesse constante. C'est en fait quand on prend un rayon qui joint le Soleil à la planète, c'est l'air que balaye ce rayon qui est l'air instantané, qui est constante. C'est-à-dire que quand la planète est proche du Soleil, elle accélère, et quand la planète est loin du Soleil, elle ralentit. Et puis, troisième loi, en fait, si on a une proportionnalité entre les carrés des périodes et les cubes des grands axes des ellipses, autrement dit, les périodes sont grandes quand les planètes sont loin du Soleil. Donc ça nous donne un système solaire qui ressemble à peu près à ça, même si ça c'est complètement anachronique, puisque sur ce dessin-là, on voit plein de planètes qui n'étaient pas connues de Kepler, Pluton, Neptune, Uranus. Alors là j'ai fait quelque chose que je ne voulais pas faire. Voilà, je vais juste vous montrer à nouveau une simulation qui est due, comme la précédente, à Tom Timberlake. Donc voilà, là vous avez le Soleil au centre, la Terre qui parcourt, enfin une planète en tout cas, imaginez que c'est la Terre, qui parcourt une orbite elliptique, et puis ici une planète, je crois que c'est Mars, qui parcourt une autre orbite elliptique, et puis ce que vous voyez là, le rayon, c'est donc la trajectoire. Et il faut imaginer que vous êtes sur la petite planète bleue, là, c'est d'ailleurs notre cas, et vous regardez dans quelle direction se trouve la planète rouge, et cette direction, en fait, vous devez la voir en bas. Alors le problème, c'est que la planète rouge est toute petite, la voilà, ici. Donc là, vous avez la trajectoire du Soleil et la trajectoire de la petite planète rouge, et vous voyez qu'également, ce modèle permet tout à fait de rendre compte, en particulier, des retours en arrière, des accélérations et des décélérations. Alors, le modèle de Kepler, les travaux de Kepler sont des travaux purement descriptifs. Ce que fait Kepler, c'est simplement décrire une hypothèse simple, l'hypothèse des trajectoires elliptiques, qui permet d'expliquer les observations. En aucun cas, il ne nous dit pourquoi les trajectoires sont elliptiques. En aucun cas, il relie ça à un phénomène plus général. Et en plus, qui plus est, contrairement à Platon ou Aristote, il n'a pas de théorie comme quoi les mouvements dans le ciel devraient nécessairement être ceci ou cela. C'est, en un certain sens, une hypothèse, simplement, qui permet d'expliquer l'expérience. Alors, la révolution va avoir lieu une cinquantaine d'années après. Donc là, vous avez une sorte d'épitaphe d'Alexander Pope. Les lois de la nature étaient cachées dans la nuit. Dieu dit que Newton soit, et tout fut lumière. Comment rêver d'une plus grandiose épitaphe? Donc une cinquantaine d'années plus tard, Newton réussit quelque chose d'absolument fabuleux. Newton réussit à enfermer une très grande partie de la physique dans 2 lois
très simples qui tiennent en deux petites phrases. C'est quelque chose d'absolument incroyable. Enfermer toute cette complexité de la physique dans deux lois si simples. Comprendre le monde en deux phrases, c'est, en un certain sens, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Donc voilà Newton. Donc je vous lis ces deux lois. Première loi, l'accélération d'un corps est proportionnelle à la résultante des forces qu'il subit et inversement proportionnelle à sa masse, ce que vous connaissez peut-être sous la forme somme des forces égale ma. Et deux corps quelconques exercent l'un sur l'autre une force d'attraction proportionnelle au produit de leur masse et à l'inverse des carrés de leur distance, voilà, qui est la loi de la gravitation universelle. Deuxième exploit suivant de Newton, c'est que Newton, à partir de ces deux lois, très rapidement, Newton démontre les lois de Kepler. Les lois que Kepler avait trouvées de manière empirique, ces trois lois, le fait que les planètes ont des trajectoires elliptiques, Newton les déduit de ces deux lois. Donc là, vous avez un extrait de la partie des Principia qui s'appelle De motu corporum in girum, Scoli. Donc les planètes majeures tournent sur des ellipses ayant leur foyer au centre du Soleil, comme Kepler l'a supposé. Et vous avez le dessin que Newton fait à côté, pour sa démonstration est géométrique. Donc voilà maintenant que les mouvements des planètes sont expliqués par les lois de Kepler qui elles-mêmes se déduisent de ces deux lois simples énoncées par Newton. En un certain sens, le rêve des Grecs est complètement réalisé. Les apparences ont été sauvées. La chorégraphie incroyablement compliquée qu'on a vue au début se trouve maintenant réduite à deux lois très simples qui semblent couler de source une fois qu'elles ont été écrites. Évidemment, elles font tout sauf couler de source auparavant. Mais le vrai paradoxe, c'est que les apparences sont tout sauf sauvées. Alors qu'on peut penser que Newton a enfermé toute la complexité du monde, a réduit toute la complexité du monde à une simplicité incroyable, en fait, ces deux lois très simples portent en elles le germe du chaos. Pourquoi cela ? Parce que je vous ai énoncé un résultat juste avant, qui est le résultat de Newton, qui dit qu'à partir des deux lois, on peut déduire les lois de Kepler, sauf que ce résultat, et Newton le sait, ne tient compte que de l'attraction que le Soleil exerce sur chaque planète. Or, Newton nous dit que deux corps quelconques s'attirent en raison, blabla, de leur masse. Autrement dit, le résultat de la scolie de Newton ne tient pas compte des attractions mutuelles des planètes, et pourtant, les lois de Newton disent que les planètes s'attirent entre elles. Alors bien évidemment, le Soleil, donc l'attraction qu'exerce un corps, est proportionnelle à sa masse. Le Soleil est un corps beaucoup plus massif que les planètes. Il exerce donc une force d'attraction sur les planètes qui est très supérieure aux attractions mutuelles des planètes. Jupiter exerce sur la Terre une attraction qui est, je crois, 25 000 fois moindre que celle que le Soleil exerce sur la Terre. Donc, bien entendu, la scolie de Newton est valable au sens où tout cela nous dit que les lois de Newton impliquent que les trajectoires des planètes sont presque des ellipses dont le Soleil est un foyer, puisque quasiment la seule force qui est exercée sur les planètes, c'est l'attraction du Soleil. Néanmoins, en plus de cette attraction du Soleil, vous avez une attraction mutuelle des planètes. Sur la Terre, chacune
des planètes du système solaire exercent une petite attraction sur la Terre. Alors évidemment, à tout moment, cette attraction, c'est pas grand-chose. Mais à tout moment, a priori, elle fait dévier légèrement la Terre de son orbite elliptique keplérienne. Et puis, les petites déviations s'accumulant, on ne sait pas trop ce qui risque de se passer au bout d'un moment. Petit à petit, on dévie d'une orbite keplérienne, puis on dévie un petit peu plus, et puis on dévie un petit peu plus, et que va-t-il se passer au bout d'un moment? Voici une phrase bien postérieure, puisqu'elle est d'Henri Poincaré à la fin du XIXe siècle, je pense. « L'attraction de Jupiter à distance égale est 1000 fois plus petite que celle du Soleil. La force perturbatrice, c'est-à-dire l'attraction que Jupiter exerce sur la Terre par rapport à la force qu'exerce le Soleil, est donc petite. Et cependant, si elle agissait toujours dans le même sens, elle ne tarderait pas à produire des effets appréciables. » Alors évidemment, Poincaré est bien conscient du fait que non seulement elle est petite, mais en plus, elle n'agit pas toujours dans le même sens. En fait, je voudrais surtout vous montrer une phrase de Newton lui-même. Newton est bien conscient du problème de ces attractions mutuelles des planètes. Et Newton, à la fin de sa vie, écrira la chose suivante. « Ces inégalités, probablement, deviendront plus grandes par une longue suite de temps, jusqu'à ce qu'enfin ce système ait besoin d'être remis en ordre par son auteur. » Ce qui veut dire que tout simplement, la théorie de Newton est la suivante. C'est que vous avez ces deux lois de la gravitation universelle, et ces deux lois font que le système solaire, petit à petit, se dérègle. Que se passe-t-il? Eh ben, au bout d'un moment, quand c'est trop déréglé, Dieu vient régler un peu tout ça, remettre un peu tout dans l'ordre. Alors, vous vous doutez bien, donc Newton, c'était à la toute fin du XVIIe siècle, hein, que cette explication de Newton, où le créateur vient remettre un peu d'ordre dans les planètes, ne satisfaisait guère les savants du siècle des Lumières. Et la principale tâche que se sont, une des principales tâches que se sont assignées les savants du siècle, les mathématiciens astronomes du siècle des Lumières, c'est de démontrer que les lois de Newton n'empêchaient pas la stabilité du système solaire. Bien entendu, elles empêchaient le fait que les trajectoires soient des ellipses keplériennes. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas juste des petites oscillations autour d'ellipses keplériennes. Et c'était essentiellement le but des mathématiciens astronomes du siècle des Lumières, du XVIIIe siècle. Donc les personnages suivants de notre histoire sont, je cite que les personnages vraiment principaux, sont Pierre-Simon de Laplace et Joseph-Louis Lagrange, qui sont à peu près contemporains. Et voici ce que vont montrer, en simplifiant très grossièrement, Laplace et Lagrange. Laplace et Lagrange démontrent que le système solaire est stable si, quand on considère les forces d'attraction mutuelles des planètes, on ne tient compte que des termes d'ordre 1 en fonction des masses des planètes. Alors, j'essaie de vous expliquer un peu ce que ça veut dire. Ce que font Laplace et Lagrange, c'est dire, à tout instant, les trajectoires des planètes ressemblent à des ellipses, aux ellipses prévues par Kepler. Donc, supposons que qu'une planète suit une trajectoire elliptique, dont le Soleil occupe un foyer, une ellipse keplérienne. Et maintenant, calculons comment les éléments de cette ellipse, c'est-à-dire la taille de cette ellipse, qu'on appelle le grand axe, et puis l'excentricité, c'est-à-dire essentiellement le rapport à quel point cette ellipse diffère d'un cercle, comment ce grand axe, cette excentricité vont varier à cause des attractions mutuelles des planètes. Autrement dit, est-ce que vous pouvez supposer, il suppose qu'à tout moment c'est une ellipse, mais que cette ellipse bouge, oscille en un certain sens, et il calcule
la manière dont ça oscille. Alors, en fait, ça consiste, ce que vous pouvez faire mathématiquement, c'est supposer que donc vous avez un système d'ordre qu'on appelle d'ordre 0 qui tient compte que de l'attraction du Soleil, et puis ensuite vous avez des termes d'attraction qui sont proportionnels aux masses des planètes, ou plutôt au rapport des masses des planètes sur la masse du Soleil. Et puis ensuite, vous avez des termes qui sont proportionnels au carré du rapport des masses des planètes par rapport à la masse du Soleil. Et ce carré est beaucoup plus petit que le rapport lui-même, puisque le carré d'un nombre qui est beaucoup plus petit que 1, c'est beaucoup plus petit que ce nombre lui-même. Donc ils tiennent compte que ce qu'on appelle des termes d'ordre 1, c'est-à-dire des termes qui sont proportionnels au rapport des masses des planètes sur la masse du Soleil. Et ce que démontrent Laplace et Lagrange, c'est qu'en faisant cette approximation, bien sûr, les ellipses... vous avez des trajectoires presque elliptiques. Vous pouvez supposer que les trajectoires sont des ellipses qui bougent en un certain sens, mais le mouvement de ces ellipses est seulement constitué d'oscillations périodiques. Donc, vous avez stabilité en ce sens-là. Vous n'avez pas de dérive, vous n'avez pas l'ellipse qui se mettrait à grossir. L'ellipse, par exemple, qui représente la trajectoire de la Terre, qui se mettrait à grossir, avec la Terre qui, du coup, s'éloigne de plus en plus du Soleil, ce qui, évidemment, aurait des conséquences pas très drôles pour nous. Voilà. Alors, je vais encore faire un grand saut dans le temps. Donc, essentiellement, ces résultats garantissent une stabilité du système solaire à moyen terme, même si il est assez délicat en fait de prédire pendant combien de temps ça nous garantit une stabilité. Mais petit à petit, au cours du 19e siècle, on va justement commencer à douter de la stabilité à long terme, ou en tout cas du fait que les techniques développées par Laplace et Lagrange puissent permettre de démontrer la stabilité. Quand on veut, a priori, il faudrait Laplace et Lagrange ne tiennent compte que des termes d'ordre 1, il faudrait tenir compte d'absolument tous les termes, et ça, si on veut une stabilité pour des temps arbitrairement longs, et en tout cas au moins jusqu'à ce que le Soleil explose. Parce qu'après, ça n'a plus vraiment de sens. Ce qui se passe, c'est qu'à la fin du 19e siècle, en fait, on a, en un certain sens, pas beaucoup progressé. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de résultats similaires à ceux de Laplace et Lagrange, mais beaucoup plus sophistiqués. Mais ces résultats sont toujours de même nature. À la fin du 19e siècle, on n'a toujours aucun résultat de stabilité en temps arbitrairement long. Alors, le personnage suivant de notre histoire, c'est Henri Poincaré. La question de la stabilité du système solaire et la mécanique céleste en général va être complètement révolutionnée par Poincaré. Poincaré va opérer un changement de point de vue radical, total, sur ces questions. Alors, plutôt que de disserter sur ce changement de point de vue, je vais essayer de vous énoncer un théorème, un résultat que Poincaré démontre, et puis vous verrez en quoi ce résultat est de nature complètement différente. Alors voilà, donc le livre, enfin le mémoire qui amène cette révolution, c'est un mémoire qui s'appelle « Sur le problème des trois corps et des équations de la dynamique ». Donc c'est un mémoire qui, à cette époque, c'était très à la mode de mettre des problèmes au concours. Donc il y avait un mathématicien suédois, Gösta Mittag-Leffler, qui avait convaincu le roi Oscar II de Suède pour son 60e anniversaire de faire un concours et d'attribuer un prix sur un certain nombre. Donc il y avait un certain nombre de sujets au choix. Et un de ces sujets était la question de la stabilité du système solaire. Et donc Poincaré propose un mémoire, participe au concours. Et donc le mémoire qu'il propose, c'est celui-ci. Alors, avant de pouvoir vous énoncer un résultat, il faut que je vous explique qu'en fait, dans beaucoup de résultats, en particulier chez Poincaré, on va considérer un système solaire simplifié. Donc le système solaire simplifié est en fait constitué simplement de trois astres. Vous avez un astre massif qu'il faut penser comme le Soleil. Vous avez une grosse planète,
qu'on va noter B et qu'il faut penser comme par exemple Jupiter, et puis une petite planète qu'on va noter C, et vous pouvez par exemple penser comme la Terre. Et donc ce qui nous intéresse, c'est comprendre la perturbation qu'induit la planète B sur les mouvements de la planète C, sur la trajectoire de la planète C. Et en fait, ce qu'on fait comme hypothèse, c'est que la planète C, on fait comme si elle était de masse nulle formellement dans les équations. Ça veut dire qu'on ne s'intéresse pas à la perturbation C, a priori, attire B aussi. Et on ne s'intéresse pas à la façon dont ça perturbe le mouvement de B. Du coup, A et B suivent des ellipses keplériennes. Et puis pour simplifier encore, on va supposer que c'est des cercles. Mais essentiellement, ce système contient toute l'essence du problème. En tout cas, une bonne partie de l'essence du problème. Donc voici un premier résultat que démontre Poincaré dans son mémoire. Et il y a quelque chose d'incroyable, c'est que Poincaré démontre ce résultat et la preuve tient en une demi-page. C'est-à-dire que Poincaré démontre quelque chose un résultat d'une nature complètement nouvelle, qui est en un certain sens le premier résultat de stabilité en temps arbitrairement long. Et alors que les preuves au XIXe siècle des résultats devenaient des calculs titanesques, extrêmement astucieux, Poincaré en fait démontre un résultat comme ça techniquement facile en une demi-page et nous change complètement de point de vue. Donc voilà ce que démontre Poincaré. Presque toute configuration initiale du système solaire simplifié qu'il considère, pour presque toute configuration initiale du système solaire simplifié, les planètes repasseront une infinité de fois arbitrairement près de leur position initiale. Alors, il faut que je vous explique ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fait, Poincaré considère qu'il ne faut pas vraiment s'intéresser aux trajectoires de nos planètes à nous, aux trajectoires réelles du système solaire. Qu'on ne connaît pas exactement les positions des planètes, on ne les connaît pas avec une précision infinie en tout cas. Donc, ce qu'il faut s'intéresser, c'est à différentes positions possibles, et puis, à partir de ces différentes positions, comment évolue le système. Et puis Poincaré a cette idée absolument révolutionnaire, qui est de dire, puisqu'on ne connaît pas exactement les positions initiales, tirons au hasard une position initiale. Et puis, faisons des probabilités. Demandons-nous, est-ce que, avec une bonne probabilité, j'ai des chances que les trajectoires ressemblent à des ellipses keplériennes, par exemple. Sauf qu'il se demande quelque chose de beaucoup plus lâche. Il ne veut pas savoir si ça ressemble à des ellipses keplériennes, si ça oscille de telle ou telle manière. Il démontre quelque chose de très lâche, il démontre que de très faible, il démontre que les planètes repasseront une infinité de fois près de leur position initiale. Ça veut dire en particulier qu'avec une probabilité 1, les planètes ne vont pas se faire éjecter. Ce qui est quelque chose qui était totalement hors de portée avant. Donc vous voyez, là, Poincaré change complètement de point de vue. Et en plus, il faut que je vous dise quelque chose, c'est que là, je le dis pour le système solaire simplifié, mais en fait, Poincaré s'intéresse quasiment pas aux équations qui gouvernent le système solaire simplifié. Il retient de ces équations que 2 ou 3 propriétés, et en fait, ça s'applique à toute une classe de systèmes d'équations qui n'ont rien à voir avec le système solaire. La seule chose que retient Poincaré, c'est en un certain sens que ces équations correspondent à un système sans frottement. Donc vous voyez le changement de point de vue absolument radical. Avant, on essayait on prenait le vrai système solaire, on prenait les vraies positions, en tout cas ce qu'on en connaissait des planètes, et on essayait de calculer ce qu'allaient être ces trajectoires au bout d'un certain temps. Poincaré, lui, prend une hauteur et une distance absolument incroyables. Dit finalement les positions on ne les connaît pas, donc on va tirer des positions au hasard et puis on va voir si on n'est pas capable de dire quelque chose quand même. Puis en fait ces équations on ne sait pas les résoudre, donc il ne faut surtout pas s'intéresser à ces équations particulières, il faut juste en retenir quelques propriétés très simples. Et puis là il ne cherche pas du tout à calculer les trajectoires, parce que bien sûr dans cette généralité là il n'a aucune chance, il ne considère même pas vraiment les équations. Donc, il cherche simplement à dire quelque chose. Et le truc incroyable, c'est que la chose incroyable, c'est qu'il réussit à dire quelque chose de général et quelque chose qui est totalement inédit. Et en plus, il réussit à le dire avec une preuve d'une demi-page. Et là,
Donc bien sûr, hein, ça disqualifie pas du tout ce qui avait été fait avant. C'est pas du tout de la même nature. Mais comme tous les génies, ce que vient de faire Poincaré, c'est de nous ouvrir la porte d'un monde complètement nouveau. Aujourd'hui, cette façon de voir, cette façon de faire des statistiques sur ce que peuvent être les orbites, c'est quelque chose qui est complètement rentré dans les mœurs. On sait qu'on ne peut pas calculer les trajectoires exactement. Alors, la seule possibilité qu'on a, c'est essayer d'en dire quelque chose avec une bonne probabilité. Alors, il ne faut pas croire que ce soit la seule chose que contiennent les mémoires de Poincaré. Les mémoires de Poincaré contient une variété incroyable de résultats. Je vais vous en parler simplement d'un deuxième. Alors ça, c'est l'épigraphe du mémoire de Poincaré. Simplement, les mémoires avaient un épigraphe parce que les mémoires étaient anonymes, puisque c'était un concours. C'était un concours anonyme. Donc, l'épigraphe du mémoire de Poincaré, c'est Nunquam praescriptos transibunt sidera fines, qu'on pourrait traduire, je crois, par les astres ne transgressent jamais les limites qui leur ont été assignées. Autrement dit, Poincaré prétend une stabilité beaucoup plus forte du système solaire. Il prétend que les astres ne vont pas s'éloigner de ce que sont leurs limites naturelles. Donc ne vont pas dévier beaucoup des trajectoires, ne vont pas trop s'écarter des trajectoires qui sont les leurs. En fait, voilà ce que va démontrer Poincaré, que j'ai essayé de vous expliquer très brièvement. D'abord, Poincaré commence par trouver un certain nombre de trajectoires périodiques. Donc, certain nombre de conditions initiales pour lesquelles il démontre que les trajectoires dans son système solaire simplifié sont périodiques. Donc là, j'en ai dessiné très schématiquement deux. Ensuite, il considère une de ces trajectoires périodiques. Voilà, j'en dessine un morceau. Là, il faut penser qu'elle se referme un peu plus loin. J'en dessine qu'un morceau pour pouvoir faire le dessin qui suit. Et puis, en fait, il construit deux surfaces qu'il appelle asymptotiques, positivement asymptotiques et puis négativement asymptotiques. J'en dessine une en bleu, une en verte. Et ces surfaces, en fait, elles sont constituées de trajectoires en fait, qui vont s'accumuler sur la trajectoire périodique. Mais ce qui nous importe ici, c'est que ce sont des barrières infranchissables. C'est-à-dire que les trajectoires des planètes ne peuvent pas passer d'un côté à l'autre. Bon, alors donc il y a ces deux morceaux de surface qui partent de l'orbite. Et puis, que démontre Poincaré? En fait, ce que démontre Poincaré, c'est que ces deux trajectoires, en fait, coïncident. C'est-à-dire qu'elles se referment, elles se recollent l'une sur l'autre. Et du coup, les couleurs n'ont plus vraiment de sens. Du coup, vous avez quelque chose comme ça. Vous avez un tube qui part de cette orbite périodique. Et alors, là, j'ai dessiné qu'un morceau de l'orbite, mais bien sûr, il faut imaginer que l'orbite se referme. Donc, ce que vous avez, c'est plutôt comme ça. C'est quelque chose comme ça. C'est un tore, surface d'une bouée. Et je vous rappelle que ça, c'est une barrière infranchissable par les trajectoires. Donc, ce que démontre Poincaré, c'est que vous avez comme ça des barrières fermées, des surfaces fermées qui sont infranchissables. Et c'est en ce sens-là qu'il dit que les trajectoires ne peuvent pas s'échapper. D'autant que, là j'ai dessiné un tore, mais en fait il faut plutôt penser que vous en avez plusieurs qui sont emboîtés les uns dans les autres. Donc ce que démontre Poincaré, c'est que les trajectoires sont confinées entre des tores infranchissables comme ça, qu'il appelle surface doublement asymptotique, puisque c'est le recollement de deux surfaces asymptotiques. Donc voilà le théorème de Poincaré très grossièrement énoncé. Les trajectoires des planètes du système solaire simplifié restent confinées entre deux tores doublement asymptotiques. Donc c'est en ce sens-là que le système solaire est stable, c'est que les trajectoires ne peuvent pas franchir ces limites qui leur ont été assignées, ces barrières qui leur ont été assignées. Alors ça, c'est fin 88, Poincaré présente son mémoire. Janvier 89, on lui annonce qu'il a gagné le prix haut la main. Mittag-Leffler donne donc un jeune mathématicien le mémoire de Poincaré pour qu'il soit édité, en un certain sens, que ce soit vérifié localement. Et ce mathématicien s'appelle Fragmien. Et qu'arrive-t-il? Fragmien écrit à Poincaré pour lui dire qu'il y a un certain nombre de points qu'il ne comprend pas. Et puis, Poincaré ne répond pas immédiatement. En fait, tout simplement, Poincaré se rend compte
que le théorème que je viens d'énoncer n'est pas un théorème du tout. Pourquoi? Parce qu'il est faux. Alors Poincaré, en fait, était assez sûr de lui. Pourquoi? Parce qu'il avait deux preuves de ce théorème. Et ça, c'est bien souvent un problème, parce que comme il avait deux preuves, bah, il n'en a fait aucune des deux réellement. Il n'en a mené aucune des deux réellement au bout. Il a vérifié les détails d'aucune des deux, en un certain sens, puisqu'il était absolument convaincu de ce théorème, puisqu'il avait deux arguments. Et il se trouve que les deux preuves sont fausses. Alors, bon, d'abord, conséquence pratique, panique totale chez Gostam Itaglé-Fleur, qui veut surtout pas avouer au roi qu'on a imprimé un mémoire faux, les mémoires viennent d'être imprimés, il essaye de les récupérer, il y a une espèce de saga, il essaye de les récupérer, il écrit aux gens que le mémoire a été mal imprimé, qu'il veut absolument pas qu'il voit que son excellence voit un mémoire mal imprimé. Il essaye de devancer le facteur, enfin d'envoyer des gens récupérer dans les boîtes aux lettres des choses incroyables. Il n'avoue pas l'erreur au reste du jury. Bref. Mais conséquence beaucoup plus intéressante, c'est que toute cette histoire, c'est que Poincaré va comprendre que en fait, les trajectoires, donc les deux surfaces qu'on a vues n'ont aucune raison de se recoller, les trajectoires n'ont aucune raison d'être confinées, et surtout Poincaré va découvrir quelque chose qui s'avérera beaucoup plus fondamental finalement, c'est que quand on essaye de se représenter, donc si les trajectoires, en fait, ce dont Poincaré se rend compte, c'est que les deux surfaces, il n'avait pas imaginé, tout simplement, au lieu de se recoller, elles peuvent tout simplement se traverser l'une l'autre. Elles peuvent les deux surfaces peuvent se couper, se traverser. Et là, il commence à essayer d'imaginer ce qui se passe dans ce cas-là. Il se rend compte qu'il se passe quelque chose d'extrêmement compliqué. Dès que ces deux surfaces se traversent l'une l'autre, et il dit simplement qu'il n'arrive pas à faire le dessin, que l'on cherche à se représenter la figure formée par ces deux surfaces et leurs intersections en nombre infini. Ces intersections forment une sorte de treillis, de tissu, de réseau à mailles infiniment serrées. Chacune de ces surfaces ne doit jamais se recouper elle-même, mais elle doit se replier elle-même d'une manière très complexe pour venir occuper une infinité de fois toutes les mailles du réseau. On sera frappé par la complexité de cette figure que je ne cherche même pas à tracer. Donc, en fait, il se rend compte que c'est tout le contraire de ce qu'il pensait. La situation est extrêmement compliquée. Et puis, petit à petit, il va analyser. Je n'ai pas vraiment le temps de vous raconter. Mais quelques années plus tard, en fait, il va se rendre compte que tout ça, en fait, ce qu'il vient de découvrir, ce mécanisme très simple, le fait que les deux surfaces puissent se recouper, en fait, est tout simplement un mécanisme très simple de création d'instabilité et de chaos. Poincaré vient de découvrir un moyen très simple, une raison très simple dans les équations pour avoir une dynamique extrêmement compliquée et surtout extrêmement sensible aux conditions initiales. Voilà la façon dont Poincaré exprime la sensibilité aux conditions initiales. Si nous connaissions exactement les lois de la nature et la situation de l'univers à l'instant initial, nous pourrions prédire exactement la situation de ce même univers à un instant ultérieur. Mais lors même que les lois de la nature n'auraient plus de secret pour nous, nous ne pourrions connaître la situation initiale qu'approximativement. Si cela nous permet de prévoir la situation ultérieure avec la même approximation, c'est tout ce qu'il nous faut. Mais il n'en est pas toujours ainsi. Et ce que sait Poincaré, c'est que justement, dans le cas du système solaire simplifié, quand il y a des intersections entre les surfaces, il n'en est pas ainsi. Il peut arriver que de très petites différences dans les conditions initiales en engendrent de très grandes dans les phénomènes finaux. Une très petite erreur sur les premières produit une erreur énorme sur les derniers. La prédiction devient impossible. Donc ce que vient de découvrir Poincaré, c'est un mécanisme dans les équations du système solaire qui fait exactement ce que j'expliquais comme étant redoutable tout à l'heure. C'est-à-dire que une toute petite perturbation rapidement se met à créer à grossir et à créer un désordre absolument complet dans le système qui peut aller jusqu'à la collision des planètes, à l'éjection des planètes, etc. Donc bien entendu, Poincaré ne démontre pas que les trajectoires des planètes sont chaotiques. Il identifie juste un mécanisme qui a priori peut exister dans les équations
et qui créerait du chaos. Alors, à nouveau un saut de 75 ans. Poincaré nous lègue, en un certain sens, un système solaire plutôt chaotique. Maintenant, 75 ans plus tard, le balancier repenche dans l'autre sens. Donc, Kolmogorov, un mathématicien russe, Nikolai Kolmogorov, énonce un résultat qui va être précisé et démontré par Arnold et Moser dans les années 60, qui dit la chose suivante. Alors, je donne l'énoncé technique et j'essaye de vous expliquer après. Pour une petite perturbation d'un système hamiltonien totalement intégrable générique, la plupart des orbites sont quasi périodiques et proches de celles du système non perturbé. J'essaie de vous expliquer ce que c'est. Donc, un système hamiltonien totalement intégrable, tout simplement, il faut penser à un système sans frottement très simple. Donc, typiquement, c'est le cas du système solaire où vous ne considériez pas les attractions mutuelles des planètes. Typiquement, si vous considérez que l'attraction du système solaire, vous avez un système hamiltonien totalement intégrable. Hamiltonien, ça veut essentiellement dire sans frottement. Maintenant, vous considérez une petite perturbation, c'est-à-dire que vous faites rentrer là-dedans les attractions mutuelles des planètes. Et là, quel est le résultat de Kolmogorov dans les Moser? C'est que la plupart des orbites, vous voyez à nouveau surgir les probabilités. Là, on est en train de dire qu'il y a beaucoup d'orbites. Si vous tirez une orbite au hasard, vous allez avoir une probabilité positive, et proche de 1 si la perturbation est petite, d'avoir des orbites non pas vraiment périodiques, mais quasi périodiques, et surtout qui restent proches de celles du système perturbé, qui est exactement ce qu'on voulait. Du système non perturbé, pardon. C'est exactement ce qu'on voulait. C'est-à-dire, c'est exactement un résultat de stabilité idéal en un certain sens, sauf qu'on a juste une probabilité positive, mais on a des trajectoires qui ressemblent à celles aux orbites keplériennes. Alors, il se trouve que paradoxalement, ce théorème est, donc vous voyez, c'est un théorème général, mais il est complètement motivé par la question de la stabilité du système solaire, sauf qu'il ne s'applique pas au système solaire, enfin au système d'équations donné par le système solaire. Pourquoi? Parce que là-dedans, il y a un mot que je n'ai pas expliqué, qui est le mot générique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit n'importe quel système hamiltonien totalement intégrable, il ne faut pas qu'il ne soit pas trop dégénéré. Il se trouve que le système qui correspond au système d'équation qui correspond au système solaire est dégénéré. Donc ça va mettre très longtemps pour qu'on réussisse. Donc pour deux planètes, en fait, Vladimir Arnold avait réussi à démontrer le même résultat dans le cas du système solaire. Et le résultat complet n'est venu qu'en dans les années 2000 par Michel Hermann. Donc pour un système solaire, entre guillemets, avec des planètes de masse assez petite, donc on sait juste que si les planètes avaient des masses suffisamment petites, la plupart des configurations initiales des planètes, c'est-à-dire la plupart des vitesses et des positions initiales des planètes, donnent lieu à des orbites quasi périodiques proches des ellipses keplériennes. Voilà, donc là c'est vraiment un résultat de stabilité à deux choses près. C'est que c'est un résultat mathématique qui n'est vrai d'abord que c'est pour la plupart des configurations initiales, c'est-à-dire que si vous prenez une configuration au hasard, vous avez une probabilité positive d'obtenir de la stabilité. Et d'autre part, il faut que les masses des planètes soient assez petites, et comme d'habitude, quand on démontre ce genre de théorème, on est incapable de démontrer ça pour des masses raisonnables qui sont celles de... C'est-à-dire que j'ai pas d'estimé explicite, mais certainement ce qu'on sait démontrer, c'est si les masses des planètes étaient plus petites que 10 moins 50 fois, 10 puissance moins 50 fois celle du Soleil, ça irait. Alors, donc on ne sait pas, en particulier le théorème, a priori, on ne sait pas montrer qu'il est valable pour les masses réelles des planètes du système solaire. Alors, donc là, on est dans une situation où la balance peut pencher successivement d'un côté. Donc disons, Kepler avait réussi à tout expliquer, avait réussi à donner une explication simple aux trajectoires des planètes. Newton, cette explication des orbites elliptiques, la justifie par des lois incroyablement universelles et simples. Donc là, on a beaucoup de stabilité. Mais Newton se rend compte que ces lois portent aussi le germe de l'instabilité. Petit à petit, au cours du XVIIIe siècle, Laplace et Lagrange réussissent à montrer
que sous certaines approximations, on a de la stabilité. Poincaré démontre à nouveau des résultats de stabilité, puis il se rend compte qu'il y a un mécanisme d'instabilité, de chaos incroyable. Donc on penche plutôt vers le chaos. Puis Kolmogorov, Arnold et Moser nous disent que finalement, quand même, avec une probabilité positive, ça a des chances d'être stable. Donc, où en sommes-nous, en quelque sorte? Alors, il se trouve que dans les années... à toute fin des années 80, il est devenu possible de faire des calculs de stabilité à long terme, enfin plus exactement des simulations d'évolution des trajectoires des planètes. Donc une des personnes qui a fait ça, c'est Jacques Lascar. Donc voilà le premier résultat qu'a obtenu Jacques Lascar en 89. L'évolution des planètes intérieures est sensible aux conditions initiales au sens suivant. Une erreur de 15 mètres dans la position actuelle de la Terre peut conduire, en théorie, à une erreur de 150 millions de kilomètres pour sa position calculée dans 100 millions d'années. Donc ça veut dire que, sachant qu'on ne connaît pas la position de la Terre à 15 mètres près, et d'ailleurs, est-ce que ça aurait réellement un sens? Parce que la position de la Terre, c'est la position du centre de masse de la Terre n'est pas homogène, blabla. Donc ça, en tout cas, donc on ne connaît pas la position exacte de la Terre à 15 mètres près. Or, les calculs montrent que deux positions qui diffèrent de 15 mètres donnent au bout de 100 millions d'années des positions qui diffèrent de 150 millions de kilomètres. Or, vous savez que 150 millions de kilomètres, c'est la distance entre la Terre et le Soleil. Donc si au lieu d'être à la position où nous sommes actuellement, nous sommes au niveau du Soleil, dans 100 millions d'années, il va nous arriver des problèmes. Vous direz, dans 100 millions d'années, on ne sera pas là pour subir ces conséquences. Mais, donc voilà, c'est... oui, je voudrais insister. Ce n'est pas un résultat qui dit... Ce résultat ne dit nullement que les trajectoires des planètes vont être très différentes d'ellipses keplériennes. Ce résultat dit simplement qu'on ne peut pas prévoir. On ne peut pas, en un certain sens, faire un calcul sur une trajectoire n'a aucun sens, simplement parce que le résultat du calcul dépend entièrement de la position initiale de chacune des planètes à 15 mètres près qu'on ne connaît pas. Alors, deuxième résultat de Lascar, 5 années plus tard, puisqu'on ne connaît pas la position des planètes, on fait à nouveau des probabilités. On prend, on connaît la position à peu près, et on va tirer, on a un certain intervalle de positions possibles, une certaine zone de positions possibles. On va tirer au hasard des positions dans cette zone de positions possibles, et puis on va calculer les différentes trajectoires. Donc là, c'est des calculs à très long terme, puisque c'est ce qui se passe dans 3,5 milliards d'années. Là, on arrive à des durées qui commencent à avoir presque plus de sens, puisque dans à peu près 5 milliards d'années, de toute façon, la stabilité du système solaire n'aura plus vraiment d'intérêt. Donc, il existe des infimes variations de position initiale des planètes qui donnent lieu, dans les calculs, à une collision de la Terre avec Mercure, Mars ou Vénus. Alors, à vrai dire, quand Lascar fait les calculs, il trouve peu de ces positions. Ça veut dire que quand on calcule beaucoup de positions, on prend beaucoup de positions initiales et on calcule les différentes trajectoires, en général, il n'arrive rien de catastrophique comme ça. Et puis, je vais vous donner un dernier résultat qui en fait n'est pas du tout de 94, pardon, mais de 2011, je crois. Donc il y a un résultat tout récent de Lascar, qui est un résultat qui est en fait, l'idée, c'est de prendre en compte non seulement des planètes, mais les deux corps les plus massifs de la ceinture d'astéroïdes, qui sont Cérès et Vesta, qui font donc respectivement 950 km et 530 km de diamètre. Et ce que découvre Lascar, c'est que les trajectoires de
ces astéroïdes sont très irrégulières et qu'en plus elles déstabilisent beaucoup les planètes. À savoir que maintenant, là, ça déstabilise. En fait, ce qui se passe, c'est que ça déstabilise beaucoup. Si on tient compte de Cérès et Vesta, le système se déstabilise beaucoup plus vite. Et ce que dit Laskar, c'est qu'au bout de seulement 60 millions d'années, l'évolution du système devient imprévisible, au sens précédent. C'est-à-dire que si on n'a pas une précision infinie sur les données de départ, évidemment, on n'a pas une précision infinie, au bout de 60 millions d'années, on ne sait plus rien. Donc, ce qui ne veut pas dire qu'il se passe des choses catastrophiques, c'est juste qu'on ne sait rien. Et on ne peut pas savoir. Voilà. Bon, je voudrais peut-être... je voudrais, avant de conclure, vous montrer la chose suivante. Alors, je vais vous montrer simplement un tout petit calcul, calcul de position comme ça. C'est une applette très facile. Ça n'a évidemment rien à voir avec le vrai système solaire. C'est juste un paradigme pour vous montrer ce qui peut se passer dans des équations différentielles, comme le sont celles du système solaire. Donc voilà, j'ai pris. Donc là, c'est un système comme le système solaire simplifié qu'on regardait tout à l'heure. Donc on prend un soleil au centre, une planète, une grosse planète ici, et puis vous allez avoir une petite planète, et on fait démarrer. Et donc, pour les données que j'ai prises, vous voyez que vous n'avez pas tout à fait une ellipse keplérienne, mais une petite oscillation, quelque chose qui oscille justement autour, qui en permanence ressemble à une ellipse, mais sauf que ça oscille légèrement. Vous avez des petites oscillations autour d'une ellipse keplérienne. Voilà, puis on peut laisser tourner très longtemps. Il ne se passe rien de nouveau, au moins pendant un quart d'heure. Après, j'ai pas vérifié. Voilà, là je change un tout petit peu. J'ai un tout petit peu augmenté. Bien sûr, vous avez l'astre au centre qui est plus massif que la planète qui est ici. Là, j'ai un tout petit peu augmenté la masse de cette planète. Et là, vous voyez que logiquement, la perturbation est un peu plus grande et donc ça commence à... ça ressemble toujours en permanence à des ellipses, mais ces ellipses oscillent et se déplacent un peu plus fort. Voilà, alors là aussi, en fait, même, en tout cas pendant le temps que j'ai laissé tourner la simulation, il ne se passe rien pendant au moins un quart d'heure. Rien de nouveau, je veux dire. Bon, j'ai encore augmenté un petit peu la masse. Donc ça n'a absolument rien à voir avec les rapports de masse. Là, les rapports de masse, c'est 0,1, c'est-à-dire que la planète est 10 fois moins massive que le Soleil. Évidemment, c'est pas du tout. Ça veut dire que la force d'attraction est 10 fois moindre. Je vous rappelle que Jupiter, c'est 25 000 fois moindre. Donc évidemment, ça n'a strictement rien à voir avec le système solaire. Mais là, vous allez voir... Et là, en fait, je croyais qu'il allait se passer quelque chose de catastrophique. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que... Enfin, il se passe quelque chose de... En tout cas, il n'y a pas de collision. Mais évidemment, là, ça commencerait... Évidemment, si c'était nous, ça commencerait à chauffer fort. Donc là, vous voyez à quel point le comportement du système change. Hein. Avant, la masse, c'était... le rapport entre la masse de la planète et la masse du Soleil, c'était 0,08. Maintenant, c'est 0,1. Le comportement du système a complètement changé. Et puis maintenant, je vais faire quelque chose, je vais vous montrer. Donc là, je garde toujours la même masse. Je vais juste changer la vitesse initiale. Et là, la vitesse initiale, je la change de 0,1%. La vitesse initiale de la planète, la petite planète qui fait la trajectoire rouge. Donc je la change de 0,1%. Puis on regarde ce qui se passe. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une collision entre les deux planètes. Donc voilà, ces simulations, encore une fois, n'ont absolument aucune prétention de dire quoi que ce soit sur le système solaire. Elles ont juste la prétention de vous montrer à quel point ce genre de système d'équations différentielles, le comportement des trajectoires peut varier radicalement en fonction des données initiales.
Alors, je voudrais conclure par deux citations. Donc, la première est de Lascar. Bien que l'idée d'un système solaire chaotique puisse surprendre et même déranger notre conception du monde bâti sur plusieurs siècles de stabilité, c'est pourtant le contraire qui eût été extraordinaire, dans la mesure où depuis Poincaré, nous savons que la plupart des systèmes dynamiques ne sont pas intégrables et donc soumis à ce type de comportement chaotique. Voilà, donc encore une fois, ce que dit Lascar, ça n'est pas que notre Terre va se faire éjecter ou qu'il va se passer telle ou telle chose pour Mercure. Il dit que ça dépend, le comportement dépend de manière radicale des positions initiales et ceci à une précision bien inférieure à celle qu'on peut avoir. Donc on ne peut simplement pas prévoir. C'est chaotique en ce sens-là, au sens où on ne peut pas prévoir. Et je voudrais surtout, pour conclure, vous mettre une citation qui illustre ce que j'ai dit au tout début de l'exposé. Donc c'est une citation d'Jürgen Moser, qui est donc un des contributeurs du théorème de Kolmogorov, Arnold Moser, que je vous ai cité tout à l'heure. Le système solaire est-il stable? À proprement parler, la réponse est toujours inconnue. Et je crois que c'est le sens, c'est la réalité, même maintenant, après l'existence de calculs numériques, au moins au sens où je vous l'ai dit, ce qu'on sait, c'est qu'on ne peut pas prévoir l'évolution à long terme, mais en tout cas, on ne peut pas avoir la stabilité au sens où on ne peut pas dire si notre trajectoire, finalement celle qui nous intéresse égoïstement, est stable ou pas. À proprement parler, la réponse est toujours inconnue. Mais cette question a conduit à des résultats très profonds qui sont probablement plus importants que la réponse à la question elle-même. C'est un peu le message que j'aimerais vous faire passer, c'est que la stabilité du système solaire a donné lieu à des travaux, le développement de la théorie des perturbations par en particulier Lagrange et Laplace, la découverte des mécanismes du chaos par Poincaré, l'invention de cette idée de faire intervenir les probabilités dans le comportement pour évaluer le comportement des systèmes par Poincaré, le théorème CAM qui donne de la stabilité en temps infini avec une probabilité positive, tout ça, c'est des choses qui ont émergé de l'étude du système solaire et qui ont diffusé absolument partout. Et finalement, ces résultats sont certainement beaucoup, beaucoup plus importants que la réponse qu'on ne connaît pas à la question de départ. Merci de votre attention. On va passer aux questions. Oui, on a vu récemment des images avec les instruments d'observation du transit de Vénus devant le Soleil. Mais a-t-on déjà eu des images du transit de Vénus et de Mercure? On imagine que c'est un événement très rare, il doit intervenir tous les combien? Je ne sais pas du tout. Je suis absolument désolé, je ne sais absolument pas. Bonsoir. Dans tout ce qui a été dit, en fait, on dit c'est pas grave, dans 5 milliards d'années, ça n'a plus grand sens. Ce qui veut donc dire que quand on a pris conscience, donc au début du XXe siècle, de l'âge disons du système solaire, pour ce qui nous intéresse, donc à peu près 5 milliards d'années justement, puisqu'on est au milieu, si je me souviens bien. Est-ce que cette découverte a une conséquence sur la question de la stabilité du système solaire? Parce que de fait, il est stable depuis 5 milliards d'années quand même, c'est ça finalement que ça dit. Et du coup, est-ce que ça a eu des conséquences sur... est-ce qu'on s'est pas dit à ce moment-là, on se pose la question à l'envers, quoi? Parce qu'on ne devrait pas dire il est stable, on cherche à comprendre pourquoi, plutôt que de répondre à la question sans avoir a priori la réponse, quoi. Voilà. Il faut bien comprendre, en un certain sens, quelles sont la nature de toutes ces réponses. Poincaré a bien conscience du fait que les résultats qu'il démontre, par exemple, sont des résultats mathématiques. Et qui, en un certain sens, ont un intérêt d'abord mathématique
Et ensuite, en tant que, je dirais pas réellement sur la question de l'évolution des trajectoires du système solaire, mais en tant que paradigme, sur ce qui peut se passer, en fait. Évidemment, ce qui se passe, en fait, on pourrait aussi considérer les choses autrement. C'est que ce soit 5 milliards ou un peu moins, finalement, est-ce que ça nous intéresse vraiment de savoir où sera la Terre dans 100 millions d'années? Donc, je pense pas qu'en fait cette découverte ait eu beaucoup d'influence sur la façon dont les gens avaient de penser le problème. Il y avait réellement, en un certain sens, deux communautés. Les théoriciens qui essayaient de démontrer des résultats de stabilité en temps infini pour comprendre ce qui pouvait se passer et ce qui risquait de se passer. Et puis les gens qui, d'un point de vue plus pratique, essayaient de calculer des éphémérides à très long terme, mais très long terme voulant dire beaucoup moins que ça, voulant dire à quel endroit sera telle planète dans quelques milliers, quelques dizaines de milliers d'années. Voilà ce que je peux dire. Bonsoir, merci pour cette conférence et ce bon cours d'histoire des sciences. J'aurais une question. Il y a une des grandes avancées de l'astrophysique des 10 dernières années, qui est la découverte massive d'exoplanètes et l'observation de trajectoires très particulières d'exoplanètes, notamment des exoplanètes qui perdent leur atmosphère en passant devant des étoiles et ou qui ont des excentricités très importantes et qui, justement, est-ce qu'elles ne mettent pas en lumière certaines propriétés chaotiques des trajectoires des planètes? Alors, donc, à ma connaissance, la dynamique de ces systèmes n'a pas encore été beaucoup étudiée précisément, mais peut-être d'abord parce qu'on n'a pas de données très précises sur ces systèmes. Mais il est clair que, en un certain sens, comme je vous l'ai montré sur les simulations stupides, il y a des systèmes du type système solaire, c'est-à-dire des systèmes avec n corps qui s'attirent, quelques corps qui s'attirent selon la gravitation universelle, qui sont très chaotiques. Ça, c'est relativement facile de construire des systèmes comme ça. Par exemple, en un certain sens, comme je vous l'ai montré, il suffit qu'il y ait une planète qui ait une masse conséquente par rapport à celle de l'astre autour desquels les planètes gravitent. Oui, il est vraisemblable. Je pense qu'il n'y a pas d'études de certains de ces systèmes précis, mais il est imaginable et même on peut construire des exemples de systèmes de ce type-là qui seraient chaotiques. Donc ensuite, si on a suffisamment de données sur ces systèmes, sur ces exosystèmes solaires, il sera possible éventuellement de montrer que certains sont chaotiques en un sens. Au sens où les trajectoires des planètes seraient très complexes. Si personne n'a d'autres questions, je peux en poser une deuxième. Bien sûr. On sait aussi qu'il y a beaucoup de systèmes solaires qui sont basés avec 2 étoiles, donc où là, ça doit avoir des trajectoires extrêmement chaotiques. Et quid aussi du phénomène, par exemple, quand on a une collision de galaxies, on a des étoiles qui peuvent se retrouver à passer très près les unes des autres. Est-ce que le passage d'une étoile, par exemple, plus proche d'un autre système solaire pourrait dérégler très fortement un système solaire qui était plutôt stable avant le passage d'une étoile proche? En théorie, en tout cas, oui, bien sûr. Donc, encore une fois, je voudrais distinguer 2 choses. Actuellement, on comprend quand même assez bien, il est facile de démontrer que vous avez beaucoup de situations où il y a une dynamique très chaotique.
Donc c'est très facile de montrer que quand vous avez un système avec 2 étoiles, là, en général, vous avez une dynamique extrêmement chaotique. C'est très facile de démontrer que quand vous avez un brave système solaire, de trouver une situation précise où vous avez une deuxième étoile qui passe à proximité et qui met un cercle pas possible dans le premier système solaire. Donc ça c'est des choses. Dire qu'il y a des situations de ce type-là qui sont chaotiques, ça c'est quelque chose qu'on sait tout à fait faire. Maintenant, le jeu, par exemple, auquel joue Lascar est complètement différent. Ce qu'il doit nous montrer, c'est que pour notre système solaire, ce qu'il essaye de comprendre, c'est ce qui se passe pour notre système solaire. Et là, c'est beaucoup plus difficile. Voilà. Pour notre système solaire, est-ce qu'on pourrait, est-ce qu'on pourrait tirer des informations de l'évolution du passé des planètes qu'on étudie, notamment la planète Mars? Alors on sait qu'au départ, Mars, la Terre et Vénus étaient très semblables et donc ont évolué vers des destins très, très différents. Et apparemment, en fait, dans l'histoire de Mars, certains éléments, notamment la disparition de l'atmosphère, ou enfin d'autres éléments plus compliqués qui sont liés à cette évolution, peuvent démontrer que Mars, à un moment donné du système solaire, était beaucoup plus près du Soleil qu'en ce moment, et donc montrer qu'il y a eu de fortes évolutions dans la configuration du système solaire. Oui, alors je voudrais commencer par revenir sur une question précédente parce qu'elle est liée à celle-là. C'est que vous disiez tout à l'heure, on sait que le système solaire est stable depuis sa création, à peu près 5 milliards d'années. Ça dépend en quel sens on entend la stabilité. C'est pas si clair que ça. Qu'est-ce qui nous montre qu'il n'y avait pas une planète en plus à un moment au départ, ou 1 ou 10. Il se trouve que il y a quelque chose d'un peu troublant, c'est que si vous regardez les distances, vous regardez le Soleil et puis les planètes successives, et vous regardez les distances, les rapports des distances en fait. Ces rapports des distances, je les connais plus, mais ils sont dans un intervalle assez faible en fait. C'est-à-dire que vous n'avez pas de... Vous pourriez imaginer que vous ayez énormément une planète, puis juste à côté une autre, puis juste à côté une autre, puis juste à côté une autre, puis après un énorme trou, puis après juste à côté une autre. C'est pas comme ça. Donc ça signifie peut-être tout simplement que si à certains endroits il y avait beaucoup de planètes, mais quand il y a beaucoup de confinement de planètes, il y a un risque plus grand d'éjection et de déstabilisation à cet endroit-là. Donc rien ne montre que le système solaire est stable depuis 5 milliards d'années. Alors du coup j'ai oublié l'autre question, je suis désolé. Oui, sur l'histoire de Mars. Je dois dire que en fait je ne sais pas répondre à cette question essentiellement. A priori, ça pourrait nous apporter une information. Il faut tenir compte du fait que, en gros, les résultats de chaoticité du système solaire impliquent que si ça s'est passé il y a trop longtemps, en un certain sens, ça n'apporte aucune information, puisque on a besoin d'avoir les positions très précises pour... même en connaissant les positions, on ne sait calculer que sur un temps limité. Donc, numériquement, ça n'apportera pas d'informations. Bon, essentiellement, je ne sais pas, mais je doute qu'on ait des informations suffisamment précises sur ce qui s'est passé, à quel moment ça s'est passé, pour que ça puisse nous donner une information réelle sur la dynamique du système. Pardon. Oui. Il y a une chose, moi j'ai vu comme ça sur certains articles, que le rôle des satellites comme la Lune aurait un rôle
important dans la stabilité au niveau des planètes, quelque part, une influence quelque part? Alors, ce qui a été montré numériquement par Laskar, c'est que la Lune a un rôle très important sur la stabilisation de l'axe de la Terre. À savoir que si la Lune n'existait pas, la vie n'existerait pas. Si la Lune n'existait pas, les mouvements, donc l'axe de la Terre, l'axe de rotation de la Terre sur elle-même, n'aurait pas du tout été stable, aurait énormément varié, ce qui aurait créé des problèmes. Vous auriez envoyé de temps en temps les manchots sous les tropiques. Et donc, la vie n'existerait pas, je ne sais pas, mais en tout cas, elle ne serait pas ce qu'elle est actuellement. Ou elle serait différente, voilà. Ouais. Mais ça a eu une influence quand même quelque part sur la stabilité, je veux dire, des planètes quelque part. Oui, ça a eu une influence très importante sur la stabilité, au moins de l'axe de l'axe de rotation de la Terre. Ce qui a évidemment des conséquences absolument considérables sur la vie sur Terre. On va peut-être prendre les dernières questions. Ma question est plus terre à terre. Dans l'histoire de la Terre, on raconte, on nous explique qu'il y a eu des périodes de glaciation, c'est-à-dire que la température de la Terre superficielle a changé. Est-ce qu'il y a des parallèles qui sont faits ou des études qui sont faites en fonction des trajectoires, parce que l'influence de la trajectoire peut être un des facteurs, qui sont menées ou des... Oui, entre climaticiens et... Donc je sais également, Laskar a travaillé, Laskar et d'autres gens autour de lui ont travaillé là-dessus, sur ce qu'on appelle les paléoclimats. Donc il y a une influence. Je dois dire qu'en fait, j'en sais pas assez pour dire quelque chose de précis. Donc effectivement, il y a des études, des corrélations, et il y a une influence. Donc il y a des corrélations et une explication possible de ces paléoclimats en fonction effectivement des variations des éléments de l'orbite terrestre, c'est-à-dire des variations justement des éléments de l'ellipse au cours du temps. Donc en fait, ce qu'on fait là, c'est on lance le système. Donc bien entendu, comme c'est des équations, c'est une fois qu'on a, je veux dire, depuis Newton. Cette question du système solaire, c'est simplement la question d'évolution d'un système d'équations. Donc, une fois qu'on le pense comme ça, ce système d'équations, on peut le regarder, on peut remonter le temps, ça peut lancer les simulations numériques en avant ou en arrière. L'ordinateur, ça lui fait ni chaud ni froid. Donc, c'est ce qu'on fait. Justement, on veut savoir s'il fait plus ou moins chaud ou plus ou moins froid en lançant en arrière ce qui était, donc en remontant dans le passé pour essayer de trouver la trajectoire précise de la Terre. Et effectivement, il y a des corrélations. Je dois avouer que je ne peux pas vous dire grand-chose de plus précis. Il faut regarder, il y a des articles de Laskar qui ne sont pas forcément très faciles à lire. Merci pour votre présentation. Je voulais vous demander, j'ai entendu parler du modèle de Nice qui a prévu, il y a quelques millions d'années, un grand chambardement au niveau de la Terre avec des éjections d'astéroïdes. Vous ne connaissez pas ce modèle? Non, je ne sais pas ce que c'est, je suis désolé. Vous ne connaissez pas? C'est des développements mathématiques qui ont été développés, des calculs, c'est peut-être aussi des calculs un peu de ce type chaotique, où à une époque, il y avait les grosses planètes qui se sont rapprochées et qui sont repartis en arrière, et ce mouvement a entraîné des éjections d'astéroïdes et des pluies d'astéroïdes sur différentes planètes. Vous connaissez pas? Je suis désolé, mais je ne sais rien là-dessus. En fait, il faut que je vous avoue que je ne suis pas du tout un spécialiste de la stabilité du système solaire. Je suis... justement, le message que je voulais faire passer, c'est que je suis quelqu'un un mathématicien qui travaille en système dynamique, et dont
les domaines de mathématiques ont entièrement été créés ont complètement émergé de cette question de la stabilité du système solaire. Et le message, c'est qu'il y a vraiment des pans entiers des mathématiques et des mathématiques qui s'appliquent aux autres sciences qui ont émergé de cette question et qui ont complètement débordé cette question. En ce qui concerne les orbites et le climat, une théorie de Milankovitch, que j'ai un peu travaillé dans le temps, qui prouve qu'il faut des variations en fait très faibles pour avoir des climats qui peuvent passer d'une ère glaciaire à l'ère actuelle, et ce depuis 2 millions d'années, simplement des petites évolutions de l'excentricité, le simple fait que aujourd'hui, en ce moment, l'été et c'est l'hiver que nous sommes le plus près du soleil, donc l'hiver boréal est le plus près du soleil, donc l'hiver est plus court dans l'hémisphère nord, celui où il y a des terres, celui où il peut se former des glaces. Il y a 10 000 ans, c'était exactement l'inverse, et c'était une période glaciaire. Ceci, c'est des petits paramètres qui se font depuis 2 millions d'années. Pourquoi, en fait, ça ne marche que depuis 2 millions d'années, qu'ensuite on a connu une période où le climat n'a pas eu d'évolution énorme, jusqu'au Permien, il y a 250 millions d'années, où c'était comme maintenant les oscillations climatiques. C'est pas évident, c'est peut-être la position des gros climats, c'est peut-être d'autres choses. Enfin, le fait est que les passages des périodes glaciaires aux périodes actuelles et réciproquement sont des très petits changements qui pourraient être expliqués sans problème sans rechercher la théorie du chaos. Oui, deux choses. D'abord, justement, quand j'évoquais des travaux de Laskar là-dessus, les travaux de Laskar concernent justement l'évolution, les liens avec les climats à très long terme, parce que les liens à relativement court terme, 2 millions d'années, eux sont mieux connus et viennent je veux dire, depuis le XVIIIe siècle, on sait quand j'ai dit que les ellipses, en fait, il n'y avait qu'une oscillation autour des trajectoires des ellipses, en fait, c'est pas tout à fait vrai. On sait qu'il y a une précession des ellipses, des éléments et tout ça. Il y a des mouvements qui sont bien identifiés. Et effectivement, il se trouve que ce qu'on appelle une période glaciaire, en fait, c'est pas beaucoup plus froid qu'une période non glaciaire. À savoir que ce qui se passe, c'est que pour la vie telle qu'on la connaît, une petite variation de température induit des changements catastrophiques. Ce qui fait que quand on parle dans les simulations de Laskar, il y a des planètes qui changent complètement d'orbite, qui se rapprochent du Soleil, dont la distance au Soleil est divisée par 2. Là, c'est pas de l'ordre de c'est pas du tout des variations de cet ordre-là, la variation de température. Oui, ce qui se passe, c'est que donc une toute petite variation dans l'orbite induit évidemment un petit changement de température, mais des petits changements de température nous affectent beaucoup. Merci, Monsieur François Béguin. Et le cycle, le cosmos vu par les mathématiques continue. La semaine prochaine, on va accueillir M. Cédric Villani, Cédric Villani, qui va nous parler de la galaxie agitée en quête de relaxation. Merci.